Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce briefing numéro 195, notre éclairage sur l'actualité en Russie, avec un format un petit peu particulier aujourd'hui, visuellement, puisque notre studio habituel est occupé, mais on est tous un peu dispersés. Voilà, Pavel est à un meeting, une réunion importante, donc j'ai heureusement mes deux experts sous la main, prêts à tout vous révéler, tout vous dire, analyser, décrypter, à se rendre indispensable comme toujours. Donc, un peu comme souvent, c'est Arnaud qui va commencer avec la politique intérieure, l'économie, et Igor enchaînera notamment sur ce fameux coup de fil Shoigu de Cornu qui a un peu remué beaucoup de choses aujourd'hui. Arnaud, nous t'écoutons. Président, bonjour et bonjour à tous. Oui, une session délocalisée puisque nous avons été mis à la porte, il faut bien le dire. Euh, Quelques brèves d'économie pour commencer avec des chiffres importants. Le PIB de la Russie qui en février a augmenté de 7,7% en glissement annuel. C'est plus qu'en janvier, on était à 4,6. Donc les chiffres de février sont bons, voire même très bons. Les ventes de détail en hausse de 12, et quelques pourcents, 12,3. Et ça confirme, et cela semble pardon, se confirmer en mars, puisqu'on a les premiers chiffres, en l'occurrence l'indice PMI pour les services, pour les industries manufacturières. Donc pour les services, 51,4 contre 51,1, c'est pas très spectaculaire, mais on reste en zone positive et surtout sur une trajectoire plutôt ascendante. Par contre, l'indice relatif aux activités manufacturières est de 55,7, c'est le record. Donc on voit que l'industrie russe continue de tourner à plein, ce qui corrobore ce que l'on a dit la semaine dernière lors de la conférence économique annuelle de l'Observatoire qui s'est tenue à Moscou. Il y avait eu nos intervenants, nos experts avaient relevé une petite alerte en novembre, une alerte sur un début de stagnation, en tout cas un effet de plateau. Eh bien, cette alerte ne se confirme pas, hein, puisque décembre, janvier, février et très vraisemblablement mars seront marqués par des statistiques, des chiffres bons, voire très bons. Donc, l'économie russe est sur une trajectoire euh, probablement de 2,5, peut-être plus, de croissance pour 2024. Les évaluations du Fonds monétaire international de 2,6, qui paraissaient très optimistes il y a quelques semaines, sont peut-être tout simplement le reflet d'une réalité qui a été bien anticipée, comme l'année dernière d'ailleurs, puisque le FMI avait été le premier à indiquer que la Russie enregistrerait une croissance. Autre chiffre très important, c'est celui des recettes pétrogazières du budget fédéral qui ont atteint 1300 milliards d'euros, c'est environ 13 milliards d'euros pour le mois de février. C'est important en soi, mais c'est surtout plus que prévu, plus que budgété par le gouvernement. Il y a 100 milliards en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour l'instant en tout cas, et vraisemblablement dans les semaines et les mois qui viennent, la Russie va avoir les moyens de ses ambitions militaires en Ukraine. Il n'y a pas d'effondrement ou même d'érosion des recettes pétrogazières à ce stade en tout cas. Autre événement plus bureaucratique, plus administratif, mais qui a un sens politique, et c'est la signature par le Kremlin, la publication plutôt par le Kremlin des directives au gouvernement, directives qui font suite à l'adresse annuelle de Vladimir Poutine à l'Assemblée fédérale. Donc tout ça a été concrétisé, chiffré, et les nouvelles dépenses pour la période 2025-2030 s'élèvent à 6 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 60 milliards d'euros au cours actuel, sur les 6 années à venir, donc 10 milliards d'euros de dépenses supplémentaires euh, par an au titre des promesses donc, faites par Poutine. Je rappelle qu'il avait annoncé diverses revalorisations de salaires et diverses aides sociales. Les compagnies aériennes, et je sais que ça intéresse notre président, les compagnies aériennes russes, qui, malgré les sanctions, malgré la fermeture de nombreuses destinations européennes et occidentales, se portent
plutôt bien, puisque l'année dernière, leur chiffre d'affaires a augmenté de 31% pour atteindre un niveau supérieur à celui de 2019, qui était la dernière année normale, entre guillemets, pré-Covid. Une nouvelle moins réjouissante, en tout cas pour nous Français, les exportations de vin de l'Union européenne vers la Russie ont baissé de 40% entre le 1er août dernier et le 31 janvier. Mais ce n'est pas une catastrophe absolue dans le sens où elle reste à un niveau là encore supérieur à celui de 2019. Il y a eu l'année dernière, au moment où le rouble était fort, des importations d'opportunités, de sorte qu'il y a certes un recul, mais qui n'est pas cataclysmique. J'en viens maintenant aux questions politiques, aux questions sociétales, avec un événement politique rituel mais important, le compte-rendu annuel d'activité du gouvernement au Parlement, à la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe. Ça a eu lieu hier. Mikhail Mishustin s'est exprimé très longuement, 4 ou 5 heures. Il a répondu aux questions des députés, du président de la Douma. Ça s'est très bien passé. Une tonalité absolument pas conflictuelle. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, les députés ont peu de récriminations à formuler. Le gouvernement fonctionne. Et donc, ça a plutôt été une distribution de bons points par M. Volodine, président de la Chambre, par le Premier ministre pour ses ministres. Alors, c'est intéressant parce que, vous le savez, on est à quelques semaines d'un remaniement, donc on a guetté voilà, les noms qui ont été cités, qui ont été mis en exergue. Parmi les noms, les ministres qui ont reçu les compliments du Premier ministre et de la Douma, il faut relever ceux de Denis Mantourov, ministre de l'Industrie, Dmitri Patrouchev à l'Agriculture, et le vice-premier ministre Marat Kostoulin, qui est en charge du BTP. Et on sait que la Russie vit un grand moment de construction d'infrastructures, mais également de logements. On n'a jamais construit autant, probablement en Russie, en tout cas depuis les années 60-70. Donc, ces trois personnalités n'ont aucun souci à se faire dans la perspective du remaniement. Elles ne peuvent s'attendre qu'à une promotion. Il y a en revanche deux ministres qui ont été critiqués. Monsieur Falkov, qui est en charge de la science et de l'enseignement supérieur, et Monsieur Kravtsov, ministre de l'Éducation, qui ont été, auxquels on a reproché le manque de personnel éducatif et le manque d'étudiants en médecine. Donc, voilà, Falkov et Kravtsov ne sont pas certains d'être reconduits à la mi-mai. Je rappelle que le 6 mai, si les choses se passent comme prévu, ou le 7 peut-être, Vladimir Poutine prendra officiellement ses fonctions et le Premier ministre Mishustin va remettre la démission de ce gouvernement et probablement les jours plus que les semaines qui vont suivre, un nouveau gouvernement sera annoncé, officialisé. Trois nouvelles qui se situent dans un registre que l'on connaît bien lors de nos éclairages, un registre répressif. Tout d'abord, l'organisation de défense des droits de l'homme Mémorial, qui a été dissoute, je le rappelle, par les autorités russes fin 2022, s'est inquiété de la détérioration de l'état de santé d'Oleg Orlov, le dissident qui a été condamné fin février à 30 mois de détention pour, je cite, discrédit des forces armées russes. Oleg Orlov perdrait l'audition d'après ses proches. Une nouvelle qui intéressera Igor, puisqu'elle a trait à Saint-Pétersbourg, une ville chère à son cœur. Le ministre de la Justice qui a inscrit vendredi, vous savez que le vendredi, c'est la journée de publication des listes d'agents étrangers, de nouveaux agents étrangers par le ministère de la Justice. Et bien, vendredi dernier, il a ajouté à son registre M. Wisniewski, qui est le principal opposant du gouverneur Beglov à Saint-Pétersbourg. Il dirige le groupe parlementaire Yabloko dans la capitale du Nord. C'est une personnalité bien connue, assez charismatique, très sérieuse. Et donc, c'est une décision très politique qui a été prise. Enfin, une journaliste, Antonina Favorskaya,
qui avait notamment fait des reportages photographiques des différents procès Navalny, a quant à elle été maintenue en détention préventive jusqu'au 29 mai par un tribunal de Moscou. Elle est poursuivie pour extrémisme. Enfin, que voit-on en politique ces derniers jours? On constate que les discussions se poursuivent dans les cercles de pouvoir sur les enseignements à tirer et les mesures à prendre après l'attaque terroriste du 22 mars, qui a fait 144 morts selon le dernier bilan. Alors, l'hypothèse d'une levée du moratoire sur la peine de mort est écartée. En tout cas, on voit bien qu'il y a des signaux convergents qui montrent que le pouvoir ne souhaite pas en réalité revenir sur cette décision, ne souhaite pas que la peine de mort soit de nouveau appliquée en Russie. En revanche, le grand débat, assez confus, il faut le dire, porte sur la politique migratoire. Vladimir Poutine s'est exprimé lundi sur le sujet lors d'une intervention devant les hauts responsables du ministère de l'Intérieur. Il a appelé à une révision en profondeur de la politique migratoire. On voit que la police conduit des descentes massives dans les foyers de travailleurs immigrés à Saint-Pétersbourg et dans d'autres villes de Russie. Le ministère de l'Intérieur, par ailleurs, a préparé un projet de loi qui vise à limiter la possibilité, à limiter à 90 jours les séjours des étrangers en Russie. On entend parler de la reconstitution d'un ministère des nationalités ou d'une instance gouvernementale qui serait chargée eh bien, finalement de l'intégration, de la cohabitation entre les différents peuples de Russie et peuples non russes, au sens où, avec les diasporas étrangères. Tout ça est assez confus. La tendance est plutôt à serrer les vis, sauf que, et c'est un bémol, c'est plus qu'un bémol, c'est un problème structurel. On sait que l'économie russe manque de main-d'œuvre. Tous les acteurs, ou presque, relèvent ce problème. C'est très clairement ce qui peut faire plafonner la trajectoire économique dont j'ai parlé au début de mon intervention. Par ailleurs, donc, voilà, il va falloir faire un choix entre continuer à faire venir des Ouzbeks, des Tadjiks par centaines de milliers, voire par millions en Russie, ou se priver d'une main-d'œuvre indispensable en réalité, dans divers secteurs économiques. Il y a par ailleurs une grande confusion sur ce qu'est l'immigration, sur ce qu'elle devrait être. On voit finalement que se pose en quelque sorte le débat français du début des années 70 sur le regroupement familial. Est-ce que l'on parle d'une immigration de travailleurs provisoires, de gastarbeiters, qui viennent pour quelques mois et qui ont vocation à rentrer au pays, ou est-ce que la Russie est prête à faire venir ces personnes-là avec leur famille, à leur accorder la nationalité, et à les intégrer, ou en tout cas essayer de le faire. Tout ça n'est absolument pas clair, mais c'est un sujet dont on discute aujourd'hui en Russie, dans les cercles de pouvoir, alors que, je dirais, le débat politique est plutôt stérilisé sur les autres grands sujets. Merci beaucoup Arnaud. Alors il y a déjà un certain nombre de questions, notamment sur la dernière. Est-ce qu'il y a des lignes de force très claires dans les différentes factions politiques concernant ces problèmes d'immigration et d'intégration? Non, ce que l'on voit, c'est que, là aussi c'est très classique, les acteurs économiques, et des personnalités comme Boris Titov, le médiateur en charge des droits des entrepreneurs, ont fait des déclarations qualifiées par leurs détracteurs de pro-immigration. Et à l'inverse, il y a une surenchère anti-immigration chez M. Mironov, au sein du parti du pouvoir, de Russie Unie. Voilà, donc, et Vladimir Poutine, qui lui fait attention. Je dirais, contrairement à une image largement répandue en Occident, c'est pas vraiment un nationaliste russe, c'est plutôt un internationaliste soviétique de l'ancienne école. Et il a cru, en tout cas, bon de dénoncer le slogan «La Russie aux Russes» en pointant le danger que ferait courir une ethnicisation de la politique. Et la Russie aux Russes, très concrètement, ça veut dire une Russie amputée de l'essentiel de ses territoires. Donc, un débat explosif qui ne peut plus être mis sous le boisseau. Les décisions vont devoir être prises
et le en même temps qui est pratiqué depuis plusieurs années en Russie n'est plus vraiment tenable. En tout cas, il va falloir que le pouvoir se positionne face à une société qui est assez divisée et assez désemparée, évidemment, par ce qui s'est passé. Il y a d'autres questions également, notamment sur cet événement à Saint-Pétersbourg avec le dirigeant de Yabloko, donc, qui est sur la fameuse liste. C'est assez surprenant parce que Yabloko reste quand même une opposition systémique. Ils ne sont pas au système, ces gens-là. Est-ce que c'est une... Alors, Yabloko est entre les deux. Il est entre l'opposition euh, parlementaire, l'opposition cooptée finalement, qui représentait la Douma d'État. Je rappelle que cela concerne le Parti communiste, Russie juste pour la vie, le LDPR et Jean Nouveau. Et puis l'opposition dite hors système, les navalnistes et d'autres groupes voilà, qui, eux, sont très clairement sont interdits ou sont réprimés de façon très systématique et dont les leaders ou les militants sont en prison ou poursuivis. Yabloko est un petit peu entre les deux. Yabloko a des élus, alors pas à la Douma d'État depuis longtemps, depuis 2003, mais il a des élus dans certaines assemblées régionales et municipales, ce qui d'ailleurs lui donne un statut un peu particulier. Il n'est pas tenu de recueillir, par exemple, les signatures, ce qu'a dû faire M. Nadiejdine, par exemple. Sauf que Yabloko est un parti assez divisé, avec plusieurs mouvances. Une mouvance qui est plutôt opposée à la rupture avec le Kremlin. Et cette mouvance, elle est incarnée par le fondateur, M. Yavlinsky, dont on sait qu'il a des contacts avec l'administration présidentielle, qu'il voit de temps en temps Poutine. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a connivence politique, simplement c'est un choix stratégique. On parle au pouvoir, on n'est pas sur la ligne de M. Navalny, par exemple, on n'est pas dans une logique de renversement de pouvoir ou d'appel à l'insurrection. Euh, mais certaines fédérations régionales sont sur une autre ligne, plus dure. Et elles sont généralement dirigées par des personnalités assez charismatiques. Il y a celle de Pskov, avec M. Schlossberg, qui a été, lui, placé sur cette liste des gens étrangers il y a déjà plusieurs mois. Et M. Wisniewski à Saint-Pétersbourg depuis vendredi dernier. Ce sont des régions où Yabloko fait des voix, alors pas 20 à 30%, mais ils font entre 5 et 10 généralement. Ils sont représentés dans des élus. Et ce, depuis des années et des années. On pourrait parler aussi de la Carélie, qui est une région où Yabloko est représenté. Et donc, à l'évidence, le pouvoir russe a décidé de cibler ces personnalités régionales qui sont sur une ligne plus dure que celle de M. Yavlinsky. Merci beaucoup de cet éclaircissement. Il y a une autre question par rapport à ce que tu vas expliquer un petit peu avant sur la construction de logements qui n'a jamais été autant forte depuis les dernières années, mais dans nos dernières, peut-être que c'est le dernier briefing, on notait une difficulté de vente de ces logements qui était très forte dans certaines régions, avec des taux de non-occupation, non-vente de plus de 70%, alors d'habitude on a 30 à 40. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction ou un risque de surchauffe? Quelle est la Alors, il y avait un situation? risque de bulle financière. Que s'est-il passé alors, je n'ai pas la statistique, je dois le confesser, précise en tête, mais la majorité, c'est une certitude, des crédits immobiliers octroyés ces derniers mois étaient des crédits à taux bonifiés, à divers titres, pour les militaires, pour diverses catégories de la population, des familles nombreuses, etc., etc. Et donc, il y a eu un boom de la construction et un risque de bulle financière, comme aux États-Unis en 2008. Et donc, la Banque centrale a relevé les taux et souhaite que les taux restent élevés, souhaite limiter les catégories de la population pouvant prétendre à des taux bonifiés. Et là, il y a évidemment un conflit d'intérêts entre ce qu'on appelle le lobby du BTP et le ministère des Finances. Bon, là, ce qui se passe depuis quelques semaines et ce qui explique ce à quoi tu fais référence, eh bien, c'est que il n'y a plus d'emprunteurs. Les gens n'empruntent pas à 20%, ou il y en a beaucoup moins. Donc, alors, ils attendent que les taux baissent, et ça se produira très certainement dans quelques mois. Là, effectivement, il y a un engorgement
du marché de la construction. On verra ce que ça veut dire. Peut-être qu'il y aura d'autres régions, d'autres projets où que les capacités de construction seront affectées à d'autres choses que des logements, hein. On voit par exemple que, et ça je n'en ai pas parlé, mais je crois que je l'avais fait la semaine dernière, un doute sur les investissements ferroviaires en particulier, hein, le transsibérien et le BAM vont recevoir 37 milliards d'euros jusqu'en 2032. Euh, donc, la construction actuellement, ce n'est pas que le logement, c'est aussi de grandes infrastructures. Le président Poutine a évoqué à nouveau l'hypothèse d'un pont entre Sakhaline et la province maritime. Donc voilà, si cette question du crédit hypothécaire, cette question de l'accès au logement s'engorge un peu, on peut imaginer les investissements et les capacités de construction soient affectés à autre chose et les projets ne manquent pas. Dernière question, avant de passer la parole à Igor sur les sujets internationaux. Sur les recettes gazières et pétrole, comment est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est toujours l'Inde qui achète? Est-ce que la fameuse flotte fantôme tourne à plein régime? Enfin, quelles sont les Oui, explications? absolument. Et surtout, le Brent est à un niveau élevé. Le baril est à 86, 87, sont des niveaux élevés. Et l'Urals, même en intégrant les divers rabais, les frais supplémentaires occasionnés par les stratégies de contournement et par sanctions occidentales, eh bien, il se vendrait à peu près à 73 le baril. Donc, ce sont des niveaux élevés. Très bien, ben, merci de toutes ces informations. Je reste dans la boucle pour répondre à d'autres questions éventuellement. Et maintenant, nous allons écouter Igor. C'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par deux petites informations concernant l'état de l'aide à l'Ukraine. Avec du côté des États-Unis, pas grand-chose, hein. Il y a eu les vacances de Pâques en fait qui ont donné lieu à un grand débrayage au niveau de la représentation électorale. Donc là-dessus, les choses n'ont pas vraiment avancé. Bon, la piste qui reste la plus probable, c'est celle des crédits à taux zéro pour l'Ukraine, ce qui permettrait, pour ce qu'on en sait, de lever les réticences de bon nombre d'élus républicains à la Chambre des représentants. En tout cas, c'est pour l'instant la piste la plus sérieuse qui est envisagée pour donc débloquer une aide financière pour les Ukrainiens aux États-Unis. La deuxième information, eh bien, nous amène en France, puisque le 31 mars, le ministère des Armées a annoncé un nouveau paquet d'aide pour l'Ukraine, avec principalement des missiles pour les systèmes antiaériens SAMPT, donc des missiles Aster, en fait un lot de 200 missiles Aster pour la défense antiaérienne d'une part, et d'autre part, euh, des centaines, disons, de véhicules de l'avant blindé légers, des véhicules d'avant blindé, excusez-moi, pour les Ukrainiens. Alors cela dit, on parle de véhicules qui, pour nombre d'entre eux, ont près d'une quarantaine d'années, donc ce sont des choses qu'on va sortir des hangars de l'armée de terre, les refiter, comme on dit, et les transférer aux Ukrainiens, tout ceci dans le courant de l'année, et les transferts s'étalant jusque sur le début 2025. J'en viens ensuite à l'interview qui a été accordée par le président ukrainien à CBS News le 29 mars dernier. Il recevait un journaliste américain quelque part en Ukraine, on n'a pas indiqué où. Et lors d'un entretien qui se déroulait, alors qu'il déambulait, j'allais dire, entre des bâtiments, les deux hommes discutent et Volodymyr Zelensky explique que, selon lui, des négociations avec Vladimir Poutine pourront être envisagées non plus sur la base des frontières de 1991, mais sur celles de 2022. Et il a une phrase qui consiste à dire on pourra discuter avec lui parce que dès lors que l'armée russe aura perdu, selon M. Zelensky, le contrôle des territoires conquis après 2022, cela amènerait, dans la logique de Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine à chercher des négociations. Autrement dit, on constate qu'il y a un double rétropédalage. Il y a un rétropédalage déjà sur le fait de discuter avec Vladimir Poutine, puisque je rappelle qu'il y a encore un oukase en vigueur en Ukraine en vertu duquel toute discussion avec Moscou est interdite légalement tant que Vladimir Poutine siège au Kremlin, et d'autre part, on rétropédale sur l'objectif des frontières de 91, donc Crimée incluse en fait, hein,
sur lesquels à laquelle l'armée ukrainienne devrait parvenir pour pouvoir entrer dans le cycle, revenir dans un cycle diplomatique. Là, mais désormais, il est question des frontières de 2022. Alors, c'est intéressant que ces confessions, enfin, ces discussions, ces commentaires soient faits à un journaliste américain au moment même justement où la session parlementaire va reprendre aux États-Unis, où on va rediscuter d'aide à l'Ukraine, et donc on note là un assouplissement de la position de Volodymyr Zelensky sur ce point-là, qui, à mon avis, a pour but d'aider à faire bouger les lignes aux États-Unis en montrant que le président ukrainien ne mise plus sur le tout militaire, mais envisage, en tout cas verbalement, hein, eh bien, des discussions avec le chef du Kremlin. Autre nouvelle, eh bien, c'est Emmanuel Macron qui était au Brésil fin mars, du 27 au 28 mars, pour une visite d'État. Il a rencontré évidemment le président Lula et il a été question du G20 qui se tiendra, comme vous le savez, au Brésil en novembre, 18 et 19 novembre prochain. Et à cette occasion, la question de la présence de Vladimir Poutine a été abordée par les deux hommes. Monsieur Macron évoquant en conférence de presse le fait que inviter Vladimir Poutine au G20 devrait faire l'objet d'un consensus entre tous les membres du G20. Et pour sa part, Monsieur Lula continue de miser, en tout cas dans sous forme de déclaration, hein, sur la présence du chef du Kremlin. Il a même expliqué qu'il était prêt à lui octroyer une immunité, j'allais dire temporaire, à l'égard justement de la convention du document de Rome afin de rendre sa présence physique possible au Brésil. Toutefois, le Kremlin a fait savoir qu'à ce stade, le déplacement du chef d'État russe au Brésil n'était pas envisagé, en tout cas n'était pas considéré. Mais voilà, Emmanuel Macron, manifestement, n'est pas parvenu à convaincre le président brésilien qu'il fallait renoncer à inviter le président russe au G20. Emmanuel Macron, qui a également rencontré Olaf Scholz, donc le chancelier allemand, et le président Biden, pour discuter de la stratégie à adopter à l'égard de la Russie dans le conflit en Ukraine, tout du moins de la stratégie à reconsidérer cette stratégie, en leur suggérant que finalement, il serait bien d'adopter une posture d'ambiguïté stratégique, qui inclut donc en théorie, laisser sur la table, y compris l'option militaire, à l'égard de la Russie, pour, comment dirais-je, avoir une position plus ferme dans ce conflit, à l'égard de ce conflit en Ukraine. Visiblement, c'est une proposition du président français qui n'a pas séduit ni le chancelier allemand ni le président américain, qui ne veulent évidemment pas évoquer l'hypothèse d'envoi de troupes en Ukraine. Quelle que soit cette hypothèse, ça a été redit par M. Blinken encore l'autre jour lors d'une interview accordée à LCI à l'occasion de son passage à Paris cette semaine, hein. Tant et si bien que de ce côté-là, Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire bouger les lignes. Et j'en viens donc au gros sujet de la semaine, en tout cas un sujet franco-russe, qui est l'entretien téléphonique entre les ministres de la Défense, enfin, le ministre des Armées, M. Lecornu, et son homologue russe, Sergei Shoigu, hier, donc le 3 avril, un contact téléphonique entre les deux hommes qui ne s'étaient plus parlé depuis octobre 2022. Donc c'est un rendez-vous téléphonique qui a été réalisé à la demande de la partie française, manifestement, et qui aurait duré 1 heure, ce qui est beaucoup, hein, étant donné quand même le rang de ces deux hommes. Alors, ce qu'on en sait finalement, c'est ce qui est indiqué dans les communiqués respectifs. Alors, le communiqué russe faisant l'objet en France de polémiques, hein, depuis ce matin. Enfin, mais pour ce qui est du communiqué français, il est extrêmement laconique, hein, puisque finalement, il précise que les deux hommes ont abordé d'une part la question de la lutte contre le terrorisme et de ce qui s'est passé à Crocus City Hall, hein, et d'autre part, la question évidemment du conflit en Ukraine. Alors, la partie française a évidemment une nouvelle fois, M. Le Cornu, évidemment une nouvelle fois condamné fermement ce qui s'était passé à Crocus City Hall, exprimé évidemment la solidarité de la France avec les familles des victimes et, dans cette épreuve. Il a souligné le fait que la France ne croyait pas une seconde à la responsabilité de loin ou de près de l'Ukraine dans l'organisation de cet attentat et a rappelé la disponibilité de la France pour accroître la coopération, pour la rendre la plus efficace possible dans la lutte contre la menace terroriste. Alors, côté russe, le communiqué officiel qui a été d'abord publié hier sur le réseau Telegram, sur le canal Telegram du ministère de la Défense, hein, c'est là qu'on peut voir la première trace écrite, en quelque sorte.
Ce communiqué officiel rappelle que donc ce contact téléphonique a été initié par la partie française, que une enquête sur les circonstances de l'attentat Crocus est toujours en cours, et que d'après donc ce communiqué, l'Ukraine n'entreprend rien sans l'aval de ses curateurs, hein, curateurs entre guillemets, et que donc dans ce contexte-là, la Russie s'attend à ce que les services français ne soient pas impliqués dans l'organisation de l'attentat. D'autre part, le communiqué revient sur l'envoi de troupes françaises en Ukraine qui est régulièrement évoqué par l'Élysée ces dernières semaines pour indiquer qu'un tel déploiement serait avant tout problématique pour la France. Et enfin, le ministère russe de la Défense rappelle sa disponibilité pour un dialogue sur l'Ukraine qui pourrait être basé sur le texte d'Istanbul, ce qui était d'ailleurs assez surprenant de revoir la référence au texte d'Istanbul à ce moment-là. Alors, en France, on s'est aperçu qu'il y a une polémique depuis ce matin finalement sur le phrasé du communiqué russe, puisque tel que cela est présenté dans la presse, le communiqué en fait russe soulignerait la responsabilité aussi des services français dans l'organisation de l'attentat à Crocus, un peu comme finalement les Russes ont tendance à considérer que les services ukrainiens sont responsables et derrière eux les services des pays anglo-saxons. Alors qu'en réalité, quand on lit le communiqué, c'est pas évident. En réalité, la France paraît quand même exonérée dans le phrasé du texte, une fois encore, de tout lien, de près ou de loin, avec les éventuels organisateurs de cet attentat. En tout cas, il faut bien relire le communiqué parce que ce n'est pas comme ça que moi, en tout cas, je l'ai interprété. De même, sur les discussions, alors, il y a eu deux autres points qui ont prêté, comment dirais-je, l'objet de polémique. D'abord, le fait d'y avoir un dialogue sur l'Ukraine, sans la participation de l'Ukraine, d'une part, et d'autre part, le fait qu'on parle même d'une base de discussion qui serait le texte d'Istanbul. Là aussi, dans le phrasé, il faut regarder, on est au style indirect, c'est-à-dire que dans le phrasé, il est indiqué que la, la- la- l'évocation du dialogue, on a évoqué la possibilité d'un dialogue sur l'Ukraine, et que ce dialogue pourrait avoir comme base les provisions du texte d'Istanbul. Alors, sur le dialogue avec l'Ukraine, je rappelle qu'en conférence de presse, là encore au Brésil, M. Macron, la semaine dernière, a dit que lui s'est redit prêt à avoir un dialogue avec la Russie sur l'Ukraine, et que si jamais c'était nécessaire, il serait prêt à rediscuter avec Vladimir Poutine. Et sur le texte d'Istanbul, c'était intéressant effectivement de revoir cette référence-là. Je pense évidemment que ce n'est pas forcément toutes les provisions du texte qui aujourd'hui seraient susceptibles d'intéresser les Russes, pour ne parler que des Russes, hein. Évidemment, je vais écouter la partie ukrainienne pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui serait susceptible, à mon sens, encore de les intéresser, c'est évidemment toutes les provisions qui avaient été en lien avec le statut hors bloc de l'Ukraine, qui était manifestement inscrit donc, dans cette ébauche de texte, et tout ce qui était lié aussi à la démilitarisation, donc des plafonds qui étaient apposés sur un certain nombre de matériel dont pourrait disposer l'armée ukrainienne, aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif. Alors qualitatif évidemment, donc nombre de pièces d'artillerie, nombre d'avions, de tanks, etc. Et qualitatif, à savoir que l'Ukraine ne serait pas en mesure de disposer de certaines capacités, notamment des capacités de frappe dans la profondeur. Bon, ce sont des choses comme ça qui, à mon avis, aujourd'hui, seraient toujours susceptibles d'intéresser la Russie dans l'hypothèse très, très, très lointaine pour l'instant de discussion pour une cessation des hostilités en Ukraine. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair comme ça, effectivement. Une question, Moscou va-t-il réagir au fait que la Suisse, qui se dit toujours neutre, a donné son accord pour l'ouverture d'un bureau de liaison de l'OTAN à Genève, censé s'occuper des relations avec les organisations internationales? Alors, je ne pense pas que ce soit un premier pas vers l'intégration de la Suisse à l'OTAN. Bon, ça, intégration de la Suisse dans l'OTAN, je ne sais pas, mais est-ce que la Russie va réagir? Non, à mon avis, pour les Russes, ça ne change pas grand-chose, hein. De toute façon, la Suisse appartient à ce grand ensemble que les Russes appellent l'Occident collectif et applique les sanctions. Et je ne crois pas qu'il y ait traitement comment dirais-je, de faveur ou autre sur ce plan-là. À mon avis, non, c'est pas véritablement un événement. Alors, on nous demande également, est-il vrai que depuis l'attentat à Crocus City Hall, les bureaux de recrutement militaire font le plein en Russie? En tout cas, c'est ce que le ministère russe de la Défense affirme, mais évidemment, c'est très difficilement vérifiable.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fois les Ukrainiens, les Britanniques euh, confirment, disent que le processus de recrutement de contractuels ne se tarit pas. Alors, il ne parle pas de la période spécifique consécutive à l'attentat, mais sur les 3 premiers mois de l'année, il semble plutôt confirmer les chiffres de 100 000 qui ont été donnés récemment par le ministère russe de la Défense. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une stratégie alarmiste pour dire attention, attention, ou est-ce que c'est vraiment la réalité? Je pense on le verra assez rapidement sur le terrain, encore une fois, parce que il va se passer des choses, il s'en passe déjà, mais il va s'en passer d'autres, peut-être de plus grande ampleur dans les semaines et les mois qui viennent. Et si euh, les chiffres annoncés ne correspondent pas à la réalité, ce sera très visible. Ce qui se joue, c'est la capacité offensive de la Russie. On sait que la Russie veut gagner la guerre sur le terrain. Alors, je ne sais pas très exactement ce que ça recoupe géographiquement, mais elle n'entend pas en rester là. Donc si, comme le disent certains, ces chiffres sont bidons, si ces 100 000 ne correspondent pas à la réalité, si les 500 000 annoncés depuis le début n'existent pas, d'abord je pense que M. Shoigu aura de sérieux problèmes et il aura des comptes à rendre au président Poutine, et surtout on le verra sur le terrain. Mais je pense que la vérité est plus proche de ce qui est annoncé par les Russes. Bien, et pour finir, une question. Il paraît qu'une usine de Kaluga assemble des Citroën C5 Aircross avec des pièces importées de Chine, sans que l'entreprise n'ait effectué son retour en Russie. En savez-vous plus? Ah, Je n'en sais pas, personnellement, je n'en sais pas plus que ce qui a non. été publié dans la presse. Apparemment, il s'agit de reliquats de kits qui se trouvaient dans une usine chinoise sur laquelle Stellantis a perdu le contrôle. Donc voilà, il ne s'agit pas pour autant que puisse le savoir d'une relance quelconque d'une production massive. Mais Oui, je crois. effectivement, ça fait des gros titres, ça interpelle. Je crois que Stellantis a été très clair sur la question. Et effectivement, ça ne souhaitait pas produire. Et je crois qu'en plus, on parle de 80 voitures ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas très significatif. Voilà, il me reste à vous remercier tous les deux de vos éclairages toujours passionnants. Nous nous retrouverons donc jeudi prochain. Et comme d'habitude, la CCI France Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.